Bonjour et bienvenue sur Tiroff. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Gaël Denis, mécanicien chez Ligier Automotive. Il reviendra sur son parcours, sa carrière de mécanicien automobile, mais aussi clamera son amour pour les sports mécaniques. Je vous laisse en sa compagnie. Alors, je m'appelle Gaël Denis, je suis né à Rouen et j'ai toujours eu la passion du sport auto depuis que je suis enfant. J'ai deux grands-pères qui étaient passionnés de sport auto. J'ai toujours adoré regarder des motos passer, même des tracteurs, des voitures. Au fur et à mesure que j'ai grandi, je regardais des courses à la télé avec mon grand-père. On regardait les Grands Prix de Formule 1, de moto, Superbike, MotoGP. J'ai compris très vite que j'aimais bien la mécanique, que j'adorais démonter des choses et les remonter. Je sentais vraiment que j'aimais ça et que ça me plaisait, que je voyais pas le temps passer. Parce que pour expliquer rapidement, toi maintenant t'es mécanicien chez Ligier Automotive en sport automobile du coup. On fait des LMP3, on a fait du LMP2 à l'époque. Dernièrement, on a fait de l'hypercar avec Lamborghini. Mais pourtant, mes parents n'ont jamais vraiment aimé le sport auto. Mon père aime toujours regarder la Formule 1. le dimanche à la télé, voilà, ça regardait le début du Grand Prix. Ouais, exactement. Après, c'était plus côté sport et tout. Ok. Mes parents, en fait, j'étais un gamin qui bougeait beaucoup, donc qui avait besoin de se dépenser et tout. Donc très tôt, ils m'ont mis à faire du sport, ils m'ont fait essayer plein de sports. Donc, j'ai essayé de l'athlétisme, du tennis, du badminton, du basket, du foot, tout ce qui me faisait bouger. Depuis que tu étais gamin, tu t'es dit, moi, je veux être en sport mécanique, en compétition très tôt, parce que j'avais des personnes de ma famille qui faisaient un peu de rallye aussi, en régional, hein, c'était pas des trucs... Je les voyais des fois préparer leur voiture pour le week-end et tout, tu vois. C'était vraiment de l'amateur, donc ils faisaient tout de A à Z et moi j'étais là, j'ai regardé avec des yeux énormes. Je me disais, c'est génial quoi. École primaire, collège, j'ai jamais été très scolaire. Ouais, c'était pas ton truc, fallait que tu fasses dans la vraie vie quoi. Ah non, ouais, j'ai jamais trop accroché l'école. Mes parents poussaient derrière, heureusement qu'ils poussaient derrière parce que sinon j'aurais complètement lâché. Ouais. J'avais je me rappelle, en troisième, tu sais, t'as les rendez-vous parents-prof, etc. Ouais, pareil, attends, je vais venir après, mais ça en fait partie. J'ai un rendez-vous avec mon prof principal et ma mère. Le prof principal, il ouvre le cahier comme ça. Il me dit, on va déjà essayer d'avoir le CAP, hein, parce qu'en fait, il savait que je voulais faire de la mécanique, que je m'étais déjà renseigné avant lui, hein, j'avais pas besoin d'eux. Je savais ce que je voulais faire, franchement, à ce niveau-là, j'ai pas besoin de temps, quoi. j'attendais juste le moment, quoi. J'avais pas assez de mauvais résultats pour aller en prépa pro, si tu veux. C'est d'après les mots de la conseillère d'orientation. C'est un truc de fou quand même, c'est-à-dire que toi, c'est ce que t'as envie de faire. Voilà, c'est ça. On te dit. En plus, la prépa pro, c'était même pas forcément pour faire de la mécanique, mais c'est juste en fait, on le préparait au monde pro. Je savais très bien que quand j'allais rentrer en bac pro, j'allais me mettre à travailler. Mais c'est fou l'image que ça, des motivations les bacs pro, et tout. même pour les profs et tout. Mais non, carrément mal vu. Ça a toujours été. C'est insupportable. Ça a toujours été. C'est des gamins, ils ont juste envie. Moi j'ai des potes. La théorie, ils aimaient pas ça. Ouais, je compatis, je suis pareil. L'école, je suis une vraie chips. Mais j'aime pas moi j'ai jamais aimé la théorie. C'est ça, faut faire. Quand tu fais, c'est bien d'avoir des bases. Oui, bien sûr. C'est bien d'avoir des bases, de pas arriver et de rien connaître. C'est bien un peu de théorie, mais on en demande trop. Je trouve qu'on demande trop de théorie. En fait. Non, moi être assis 7 heures dans une salle, je pouvais pas. Comme je dis, depuis que je suis gamin, de toute façon, j'ai besoin de bouger. Alors moi, tu me dis d'être assis pendant 7 heures toute la journée dans une salle, déjà, j'ai même pas envie de me lever. Tu me laisses bouiner dans un atelier, comme on dit, bouiner dans un atelier jusqu'à 1h du matin, je suis le plus heureux du monde. Hein. Ah mais vraiment, je sais pas comment ça marche, mais jusqu'à très récemment, je sais que tout ce qui était orientation pro et tout, c'était super mal vu. Moi, j'ai des potes à l'époque qui justement avaient des trop bons résultats pour les conseils d'orientation et qui les orientaient en général. C'est ce qui s'était passé du coup pour moi. C'est exactement ça. Tu vois. Ils voulaient pas que je parte justement en mécanique et tout. Ils m'ont dit bah non. En fait, t'as un trop bon dossier, donc tu vas pas aller là-bas. J'en dis mais moi, je ne vais nulle part d'autre en fait. Vraiment, je pense que j'allais vous faire voir quoi. Je pense que honnêtement c'est un peu des termes peut-être forts, mais je trouve que c'est la poubelle de. Ils considèrent un peu ça comme la poubelle de l'éducation un peu. L'éducation. Et du coup, tu passes en bac pro. Ouais, du coup, j'arrive. Et du coup, à cause de ça, en plus de l'orientation en 4ème où j'ai pas fait de prépa pro, cette prépa pro m'aurait donné 99% de chance d'aller en bac pro derrière. Je me suis retrouvé sur liste d'attente. Parcoursup. Ouais. Voilà, oui, ça c'est le sujet encore. Mais je me suis retrouvé, 22e sur liste d'attente.
Et en fait, le seul lycée où j'avais une chance d'être pris, mais 22e, c'était à Rouen, et les autres, c'était à Saint-Thé, et l'autre, je crois, à Paris-le-Monial, ou un truc comme ça, quoi. On me dit, va voir la conseillère d'orientation là-haut, dans le bureau. Je vais la voir, et je sais plus, enfin, je me rappelle plus exactement pour le coup, là, mais je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est en mode, bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? En mode, t'avais qu'à travailler, quoi, tu vois? Oh, Alors que moi, j'ai passé 1 an à me dire tous les matins pourquoi ils m'ont pas envoyé en prépa pro, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venu, pourquoi je viens en cours et tout. On est retourné voir la principale du collège et tout, qui pareil nous disait bah ouais, faut redoubler quoi. En gros, je dis non, mais je vais pas retaper quoi, je vais pas refaire ça, c'est pas possible, je vais pas refaire ça 1 an et tout. Et en plus, le truc qu'elle a dit, donc ma mère était ultra énervée parce que elle a compris qu'au final j'avais mal été orienté. Et la principale, elle dit à ma mère, par contre, faudra bien me dire si jamais vous redoublez ou quoi, parce que pour mes statistiques, c'est hyper important, quoi. Je te jure. Oh mon Dieu. Mais ça, mais. Truc de fou. Oh, la seule chose Ah ouais. qui compte, quoi. Absolument Les rien à statistiques, foutre du gamin. Ouais, vraiment. Et ma mère, de toute façon, elle lui a dit non, mais vous inquiétez pas, il redoublera pas ici s'il redouble. Enfin, du coup, on est parti. Après, du coup, on a été directement au lycée où j'étais en liste d'attente pour aller se renseigner, savoir s'il n'y avait pas moyen d'être pris ailleurs ou quoi. Donc là, on a été plutôt bien reçus quand même. On a été reçus par un surveillant qui nous emmenait vers le bureau, je sais plus si c'est le principal ou un truc comme ça, qui me dit oui, 22e sur les attentes, effectivement, ouais, ça risque d'être compliqué et tout, mais par contre, il m'avait trouvé une place en MEI. Ouais. MEI, c'était mécanique industrielle. Et en plus, il m'avait parlé de faire une passerelle à ce moment-là, de faire ça en attendant, et que souvent, ils savent comment ça fonctionne. Il y en a qui, au final, au bout de 3 mois, ils se rendent compte qu'ils aiment pas ça, donc ils partent, et ils m'ont dit, en gros, bon bah, Peut-être une possibilité. voilà, il y aura un moyen derrière de, voilà. Mais j'étais quand même dégoûté, moi. Ouais, tu Genre, m'étonnes, attends. je passe de vouloir faire de la mécanique auto à faire de la mécanique industrielle, qui était pas du tout mon but. À réparer c'est des pas machines, pareil, quoi. des machines à pitch. Ouais, voilà, ouais, c'est Pas la même c'est pas la chose. même, quoi. Après, franchement, il y en a qui aiment bien, mais moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et un matin, moi, je déprimais, je dormais jusqu'à midi, 13h, tu vois. J'étais en vacances, j'avais rien envie de faire. Enfin, elle me réveille et tout, elle me dit t'es pris et tout. Du coup, au final, de 22e sur liste d'attente, j'avais été pris. Putain, yes. Et là, après, bon, j'ai passé un bon été. La libération. J'ai passé soulagé. de vacances, Ouais, ouais, franchement, ouais. Et puis après, voilà, donc je suis rentré en bac pro, j'ai fait seconde, première. La première, tu passes ton CAP. Ok. Dans le cursus, en fait, c'est prévu que tu aies un Ouais, CAP au cas où, si jamais tu pas ton bac, tu sortes pas sans rien, quoi. T'es quand même un diplôme. Là, c'était mécanique auto. Comment dire? C'est pas spécialisé dans du sportif et tout, Non. c'est vraiment mécanique auto, garage auto. Que mécanique Ouais, auto. en général. Ok, ouais. Ouais, Là, tu mécanique, pars pour aller bosser chez Peugeot, Renault et tout le bazar. C'est ça. Et tous mes stages, par exemple, Il sait- ouais, j'ai fait. Il sait bien J'ai le fait Hugo. ouais, bah t'as fait ça aussi. J'ai fait mon stage, mon premier stage dans une concession en seconde. Après, pareil en première. En fait, là, ton premier stage en seconde, tu le fais sur 6 semaines de suite, je crois. Ok. Et ensuite, première terminale, tu fais 3 semaines, 3 semaines. En fait, tu es 3 semaines sur une partie de l'année et 3 semaines sur une autre partie. Ouais, enfin, tu te rends compte ouais, du monde du travail. Tu vois comment fonctionne le monde du travail. Parce que jusque-là, moi, j'avais jamais trop vu comment c'était. La concession, c'est très spécial. Euh, c'est du chiffre. Enfin, de toute Ouais. façon, c'est de la concession. Hein, donc, y a pas trop de ils passion, sont là. Ouais, il y a Il n'y a pas de passion. un peu, Enfin, si, pour le dollar, quoi. il y a de passion la du passion billet pour vert, quoi. l'argent. Il y a des mecs quand même qui aiment ce qu'ils font, même s'ils sont pas heureux. J'ai pas l'impression qu'ils soient heureux là où ils sont. C'est avec eux que j'ai appris. C'est pas avec le mec qui fait le meilleur chiffre du mois que j'ai appris. Parce que lui, Il garde il tout s'en pour fout, lui, il fait gars. tout pour sa gueule. Enfin, après, voilà, il fait ses choix. Mais... On sent qu'il y a des noms dans ta tête, là. Ouais, mais bon. Là, il y a des têtes qui s'affichent. Ouais, je revois des visages là. Mais bon, Tu m'étonnes. après, c'est comme ça. Chacun fait ses choix. Ah Chacun bah, fait c'est ce pas qu'il le veut au monde boulot. du hein. travail. Hein, C'est le monde du travail. Hein. Parce pas que dans pour une- faire un micro parallèle, toi, Hugo, c'est à peu près le même parcours pour l'instant. Alors moi, la seule différence, c'est que j'ai été tout de suite en apprentissage quand je suis sorti donc, du collège. Ok. Mais sinon, c'est à peu près similaire au niveau... Ok. Là, pour l'instant, vous étiez pas du tout. Non, Pas parce du tout. que... Non, C'est non, après ouais. que vous vous êtes vus. C'est après qu'on c'est s'est plus tard connus, qu'on s'est connus. Parce que là, moi, du coup, à peu près en parallèle, donc je suis en
Je dois être à peu près... Ouais, non, je dois peut-être commencer tout juste ou un truc comme ça. C'est vrai que vous avez 1 an ou 2 d'écart. 2 ans d'écart. 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Donc moi, je devais tout juste peut-être commencer ou un truc comme ça. Il venait de débouler, lui, dans le monde de la méca. Moi, j'arrivais dans un tout petit garage de campagne, quoi. C'est un peu différent. Et c'est pas plus mal, ceci. Les petits garages, c'est là où t'apprends le plus. Ouais, puis c'est oui, t'apprends bien. Après, ça dépend de la mentalité du gars, parce que du coup, en général, il y a 1 ou 2 mecs, donc s'ils ont pas une bonne mentalité, là, c'est pas ouf. C'est long, le temps est long. C'est ça. Et puis, du coup, entre-temps, pendant que j'étais en bac pro, moi, j'ai toujours eu cette passion pour le sport auto. Là-dessus, ça bouge pas, quoi. Ouais, non, là-dessus, non. La moto, ça arrivait après ou... Ouais, la moto, ça arrive... j'ai toujours eu un grand-père qui était motard. Donc, en fait, j'ai toujours adoré regarder les motos, comme je disais, à la télé. J'aimais bien faire du vélo en imaginant que je faisais de la bécane, tu vois. C'est de prendre de l'angle je sais pas si vous faisiez ça à l'époque, mais tu sais, tu mets le carton et ça fait du bruit quand t'avances. Des trucs comme ça, quoi. Je crois qu'on y est tous passés. Ça. Ah ouais, j'ai tout fait pour avoir... mes parents voulaient pas m'acheter ça, donc j'ai bossé comme un malade pour avoir ma première mob au lycée. Ma première année en seconde, là, je faisais des trucs à droite, à gauche. J'allais dépanner ma grand-mère, elle me fait un billet. J'allais aider un pote à mes parents, elle me donnait des sous, enfin, des trucs comme ça. Donc j'ai réussi à... 103 Ouais, le 103, la base. Le classico. Exactement. Et puis au fur et à mesure, j'avais des potes, ils avaient des méca-boîtes. Ah ouais. Après... Ça tâtait les 100. Ouais, tu te dis, ouais. Pas pareil. Ouais, j'aimais bien bricoler dessus déjà. Donc la mob, je l'avais à peine achetée, j'avais déjà tout enlevé. J'avais déjà tout démonté pour voir comment c'était, quoi. Je connaissais pas, donc je voulais voir comment ça fonctionnait un peu. Donc c'est super simple, c'est sans trop, y a rien de plus simple en mécanique. Et puis à force de la démonter, de la remonter, j'en avais marre. Elle marchait bien, mais je l'ai revendue. Marchait pas assez, quoi. Ouais, voilà, je me suis acheté une méca-boîte après, parce que j'avais eu un peu plus de sous aussi, je me suis mis plus de sous de côté. C'est des petits trucs, je mettais des kits 61, kits 70 avec un pot, un carbu, tu commences à apprendre à régler ton carbu, tu commences à voir ce que ça fait de rouler vite avec un 2 roues déjà, parce que un 70, ça commence déjà à marcher pas mal quand t'as 16 ans, c'est déjà correct. Oh, c'est de l'année. Ouais, c'est déjà sympa, ouais, franchement. Et puis après, pendant ce temps-là, en fait, donc c'était l'époque où j'allais au lycée et tout. Et entre-temps, je faisais du sport, je faisais du badminton. Mais truc complètement au hasard, en fait. Un mec avec qui je jouais, il était pilote. Il était pilote en GT, je crois, ou en TTE, un truc comme ça. Enfin, du coup, je l'avais sur Facebook et tout, et je voyais qu'il faisait ça. Du coup, je lui en parle, je dis, mais... Je connais pas des teams et tout. Moi, je prends rien gratos pour nettoyer des pneus ou faire nettoyer des roues, des trucs comme ça. Je serais hyper chaud de venir aider, quoi. Mettre un pied dedans, quoi. Ouais, c'est ça, juste histoire de rentrer dedans, voir comment c'est vraiment. Parce que moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais été dans ce milieu-là, à part dans les rallyes régionaux, tu vois, où je faisais vite fait de la mécanique, entre guillemets. C'était pas des trucs fous, hein, de changer les roues entre les spéciales. C'est déjà ça. C'est déjà bien. Ouais, mais c'était pas énorme, quoi, tu vois. Et je voulais vraiment, en plus moi je voulais m'orienter plutôt vers le circuit. Il y a des gens, ils sont piqués par le rallye et tout, moi j'ai jamais trop aimé plus que ça. C'est particulier, ouais, il y a quelque chose à part. Ouais, exactement. Mais moi ça m'a jamais... J'aimais bien ça parce que ça restait du sport auto, mais j'ai toujours préféré le circuit. C'est quoi toi la différence majeure entre les deux là, qui faisait que tu penses plus circuit? C'est plus... je sais pas, c'est plus clair, quoi, c'est plus carré. Je trouve par rapport au rallye, tu vois... Rallye, t'arrives sur la spéciale, t'as la tente, le machin, les outils dans tous les sens. Ah, c'est plus... Ouais. Après, moi, tu vas dans la team de WRC, t'es aussi bien que sur un circuit. Hein, c'est sûr. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, les infrastructures sont pas les mêmes. C'est pas pareil, la mécanique est pas la même. Parce qu'en rallye, c'est de la tôle. Tu froisses beaucoup de tôle, tu casses beaucoup de trucs, d'éléments de suspension, de trucs comme ça. Que le circuit, c'est plus subtil. Ça, même au niveau des réglages et tout, je trouve ça super intéressant. Je suis pas ingénieur, mais d'écouter les ingénieurs qui font leurs calculs et tout, regarder... Je trouve ça intéressant. Enfin, je trouvais ça intéressant. Maintenant, je vois ça, c'est sympa à voir. Mais de base, ce qui m'attirait vraiment, c'était comment tu peux t'améliorer dans ce virage-là, comment tu peux faire mieux sur le prochain tour. T'as été comme ça en essai libre, qu'est-ce que ça peut donner en qualif et tout. C'est le côté, le rallye. Le rallye, en fait, c'est trop direct. Enfin, t'as une reconnaissance, tu fais ta spéciale et après tu passes à une autre. Tu vois, t'as pas tu t'acharnes pas sur un truc. Tu te bats avec la piste en rallye. Alors que sur piste, c'est de la mise au point. Ouais, c'est ça. Le danger, c'est pas tellement le circuit. Le circuit, il se fait, quoi. Mais c'est ça. Après, t'as toujours la course, t'as 2-3 petits. Forcément, des accrochages, des trucs comme ça. Mais... quand ils sont 30
sur Ouais, une piste, voilà. Ça devient compliqué. C'est pas... Mais ouais, je trouve que le circuit m'a toujours plus attiré que le rallye. Ok. Il y en a qui vont me dire t'es fou, le rallye c'est 10 fois mieux. C'est différent. Après, voilà, Il faut c'est tout. pas pareil. Ouais. C'est comme rallye raid, pareil. Ouais, c'est ouais. que des trucs. C'est ça, ouais. C'est différent. Après, chacun choisit, quoi. Et du coup, Ouais, c'est sûr. Et, T'as réussi à- et donc, ouais, donc ce gars-là, donc pour en revenir à ce mec-là, il me dit, bah écoute, envoie un message à, je sais plus comment il s'appelle, il fait de la Clio Cup et de la rencontre Peugeot Sport. ok. Donc c'était un team semi-pro quand même, parce qu'il avait une SMI, il avait une bonne infrastructure et il louait des voitures. Donc il avait 4 Clio Cup, donc c'était des Clio 4 à l'époque. Et, Si et on peut des juste avoir, 208. si t'as les specs encore en tête. Ouais. Clio Cup, on part sur traction. Ouais, c'est en fait la Clio Cup, c'est comme une Clio RS, Ok. mais avec un arceau vidé. Mais en soi, on est sur. Déjà, c'est une. Tout le monde a la même. Ouais. Tu peux Ouais, juste tout le monde a la jouer sur même. 2-3 réglages. Ouais, Mais exactement. c'est même moteur, Et même sinon, boîte. c'est là que tu vois vraiment les différences entre un bon et un moins bon. Ben, Ouais, ouais. un bon metteur là, au t'as point. vraiment, et, c'est pas celui qui a la meilleure voiture là. ouais. Et C'est celui qui en c'est tire le le- mieux le c'est profit. celui qui Ouais, arrive à mieux régler meilleur sa pilote, caisse. Vraiment là. Comme la MX5 Cup. Ouais, exactement. en France. T'as C'est MX5 ça. Cup, t'as plein de trucs. T'as la JS Cup chez Ligier qui est comme ça. Ok. Où t'as une seule voiture, un seul même modèle, et après chaque team, chaque pilote règle sa voiture comme il le sent. Ça, aux États-Unis, le fait d'avoir le même véhicule et Ouais. de vraiment mettre le pilote en avant, c'est un truc qui. J'ai Ouais. l'impression qu'il est plus. C'est un peu, ouais, je pense, ouais. Ça doit Ils être un sont, peu plus. que ce soit la IndyCar, la ils le font un NASCAR, peu et tout ça, plus, ouais. ils sont plus dans cet Ils sont aspect-là. beaucoup plus Ouais. dans cette mentalité-là. C'est comme on parlait du WEC, là. En WEC, ils ont un peu mis cette mentalité-là Ouais. aussi. Deux châssis. De mettre de la BOP, ce que tu n'avais pas à l'époque. De rééquilibrer un peu les coûts aussi. Et puis d'imposer certaines choses, sauf le moteur, ce qui est Ouais. super cool d'ailleurs. Ben, ça, je suis. Et enfin, après, on y viendra peut-être après. Ouais, mais, je suis chaud de mettre une petite parenthèse. Comme ouais. ça, on finit la partie Ouais, sur ton le- expérience. ouais. Et après, discuter. Et après, de on d'autres parlera un trucs, peu, ouais, carrément. parce que ça peut être cool. Et puis du coup, je contacte ce mec-là. Ok. Donc lui, il était pilote Clio Cup. Il était même pas pilote, il organisait, Juste, il gérait son team. Ok, il était team manager. Ouais, il pour, était ouais, pour. T'as le nom de son. Ouais, c'était LMV Sport. Je Ok. sais pas si ça doit exister encore. Ok, je vais jeter un œil. C'était Team LMV Sport. Et il faisait rouler. Il avait 3 ou 4 Clio Cup et 208. C'était des. Je sais plus ce que c'était comme modèle, mais c'était celle qui roulait dans les rencontres Peugeot Sport à l'époque. Je crois que ça n'existe Ok. plus, ça. Et du coup, donc, je lui envoie un message. Et il me répond. Donc, j'avais envoyé des messages à plein de teams, parce qu'il m'avait donné plusieurs teams et tout. C'est le seul qui m'a Ok. répondu. Il m'a répondu, mais le mec tranquille, hein, vraiment. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Tiens, mon numéro, appelle-moi. Donc, cool. Trop bien. Du coup, je l'appelle limite dans la foulée, quand je reçois le message, je l'appelle et tout. Il fait ouais, bah écoute, j'ai une manche à Manicourt et tout, machin. Donc en plus, c'était parfait. Faut savoir que mon grand-père habite à 30 minutes de Manicourt. Ok. Oh oui. ça Et va. en plus, il aime bien y aller. Donc je lui ai dit, bon C'était bah tout voilà. bénef. BDF. Ouais, carrément. Exactement. J'ai une course là-bas pour essayer et tout. Voilà, je fais en gros un stage, quoi. C'est une sorte de stage, mais bon, pas vraiment déclaré, quoi. Et donc du coup, j'ai fait la course. Et ça s'est bien passé. C'était top. Moi, j'ai pas vu la journée, j'ai pas vu le week-end passer. C'est du jeudi au dimanche. Du coup, toi, t'as fait quoi sur Changer les roues, j'ai changé les freins. Puis ils t'ont mis, j'ai réglé la pince aussi avec un mécano quand même Ok, qui connaissait. T'as Qui était avec assisté- toi un Je peu pouvais pas quand tout même. faire tout seul. T'as Je assisté devais les avoir mécanos, 16 ans à en ce gros. moment-là. Et ouais, en gros, j'ai assisté, quoi. Putain, trop bien. Ouais, c'était super cool, c'était une super bonne expérience. Et du coup, Là, je c'est me suis bon, un peu t'étais fait. piqué circuit. Ah ouais, c'était bon. là, j'étais sûr. Ok. En fait, je le savais, mais là, au moins, ça t'as m'a mis un pied confirmé. dedans, là, Ouais, c'est bon. c'était fait. Ouais, ça m'a vraiment. J'étais sûr que je voulais faire ça et que j'adorais ça, quoi. Je voulais passer mon bac et puis après aller faire une école de performance, faire soit l'école de la performance justement, soit la FFSA, enfin un truc Ok. dans la course, quoi. Directement là-dedans, quoi. Et entre-temps, je faisais des stages en concession et tout, comme tu as fait aussi, je Mhm. crois. Et le dernier stage que je fais, vu que j'avais fait un peu de circuit, que je m'intéressais à mort à la mécanique et tout, quand j'arrivais au boulot, je savais ce que j'avais à faire à ce moment-là. Ouais. Enfin, au boulot, quand j'arrivais en stage. Et en fait, à la fin de mon stage, ils me laissaient les voitures, quoi.
J'avais pas le permis, donc on me rentrait les voitures, mais ils étaient super contents de moi, je pense, à ce moment-là. J'étais autonome, quoi. Mon maître de stage, il mettait la voiture sur le pont, après je me débrouillais, lui il faisait son autre voiture. En plus, lui, du coup, il était carrément rentable. Ouais. À ce moment-là, ça devait lui faire plaisir. Il te payait 0 copec. C'est ça, exactement, j'étais payé 0 et en plus, du coup, je les aidais. Mais après, c'était donnant-donnant, quoi. Il m'avait donné ma chance. Moi, voilà, à ce moment-là, en plus, du coup, je leur avais parlé que au final, je voulais faire un BTS. Au début, je voulais pas en faire un, ça me saoulait, je voulais pas aller retourner à l'école et tout. Je voulais passer mon bac et aller travailler, quoi. Et puis du coup, je me suis dit quand même, le monde du travail et tout, y arriver après un bac pro en initial, faut savoir que l'initial, à part les stages, tu connais pas le monde du boulot. Tu sais pas ce que c'est, des congés payés, tu vois, des trucs bêtes, quoi. Hein. Savoir travailler avec des gens, c'est pas pareil, quoi. Je connais des gens qui ont un CAP et qui ont des mains en or. Hein. Ouais. On en connaît tous. Donc, du coup, je leur ai dit que je voulais faire un BTS. Ils ont attendu parce qu'en fait, ils avaient à ce moment-là, déjà un apprenti qui était en bac pro et lui qui était en alternance. Donc, c'était beaucoup plus intéressant pour eux de prendre un mec qui est déjà en alternance, qui est déjà chez eux, qu'ils ont déjà formé, le prendre en BTS et voilà. Et sauf que ce gars-là, en fait, il est parti. Il a été ailleurs. Je pense que, je sais pas, il s'entendait plus avec le chef d'atelier ou peut-être éventuellement voilà, ou le chef d'atelier ou peut-être des gens dans l'atelier, je sais pas. Et est-ce que tu t'embrouilles avec des chefs d'atelier, toi? Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Non. Bref. Ça m'est arrivé, mais c'est pas moi. Ils m'ont dit, c'est bon, t'es pris, tu peux venir signer quand. Moi, j'ai été voir mon proche, je dis, je suis pris en BTS, là, en contrat, je peux aller signer. Il m'a dit, ah bah oui, vas-y. Vas-y, fonce. Ah ouais, il était sûr. Franchement, mes profs en méca, tous ceux que j'ai eu, c'était super sympa. J'ai fait Noroto pendant 2 mois en été. J'ai commencé mon BTS en alternance. Rien de spécial, quoi. J'ai rencontré Hugo à ce moment-là. Eh oui. C'est le truc le plus spécial qui m'est arrivé, je crois, à ce moment-là. Bah, quand même. Parce qu'attends, on fait un petit point. Toi, Hugo, comment t'en es arrivé là? Alors, moi, un peu spécial. J'étais du coup en début de mon BTS. Ok. Donc, je n'étais pas du tout à la concession. J'étais encore dans mon petit garage de campagne. Sauf que ça se passe hyper mal. Du coup, je décide de me marier. Et du coup, je tombe malencontreusement chez Renault. Et c'est les seuls qui veulent me prendre et continuer du coup mon BTS alors que je venais de commencer et tout. Et Oui, du c'est coup, vrai que t'étais arrivé en plein milieu. ouais. Et du coup, je suis arrivé dans ce bel atelier. C'est là que du coup, on s'est rencontrés. Ouais. On était 4 apprentis à ce On moment-là. était 4 apprentis, ouais. Ouais. Ils ont Dans toujours les garages en général, il y a une chier d'apprentis à chaque fois. Bon, après, il y avait mais pas là, mal de là, gars c'était aussi. vraiment beaucoup, je trouvais. Alors ouais, par contre, tu vois, c'est ça que je trouve dommage, c'est que les patrons, alors effectivement, je comprends qu'ils veuillent rentabiliser, ça leur fait des sous, voilà. Un apprenti, normalement, c'est pas ça. Un apprenti, tu le formes. Ouais. Un apprenti, t'es censé avoir un tuteur qui est tout le temps derrière, qui vérifie ce qu'il fait. Puis même si l'apprenti, il est sérieux, nous, ça allait, quoi. Je veux dire, on faisait nos voitures, il y avait pas de boulettes de fête, ça allait. Mais imagine, ça arrive. Enfin, je sais pas, imagine, t'as oublié de serrer une roue ou quoi. À ce moment-là, t'es apprenti, t'as 18-19 ans, le gars, il repart avec sa bagnole, ça a pas été contrôlé derrière et tout. Je comprends qu'en soi, tu peux pas contrôler toutes les voitures et tout, mais faut comprendre que l'apprentissage, c'est pas un employé. Puis c'est quand même beaucoup de responsabilité pour l'apprenti parce qu'il sait que si il a pas toutes les clés en main. Quand t'es jeune, c'est c'est dur à s'y mettre quand t'es jeune parce que tu sais que t'as des grosses responsabilités. Quand même, t'as l'impression de tout foirer, quoi. Donc ouais, c'est sûr. Ça. Bon, après, Et du coup, comment tu t'es tombé, donc toi, où t'es aujourd'hui, donc eh chez ben ouais, alors en fait, donc du coup, quand j'ai fini mon BTS, ils m'ont embauché dans un autre garage du groupe. J'ai été là-bas pendant 1 an. On m'avait promis des choses qu'on m'a pas donné au final, même si peut-être qu'ils vont dire le contraire si un jour ils entendent ça, mais clairement, on m'avait promis des choses que j'ai pas eu. Je faisais grosso modo des plaquettes, des vidanges et des embrayages et des distribs. Ça s'arrêtait à là. En même temps, j'étais avec ma copine qui, elle, cherchait à faire... Enfin, c'est complètement hasardeux, hein, le truc. Hein. Elle cherchait à faire une formation dans un domaine. Et elle l'a trouvé à Nevers. Et en fait, à Nevers, moi, je le savais très bien, parce que mon grand-père habite pas loin, il y a Manicourt.
Ouais. Donc en fait, dès l'instant où j'ai su qu'elle avait trouvé là-bas, moi j'ai dit de toute façon je te suis. Ça me permettait d'avoir une excuse aussi de partir Ça me va en très bon bien. terme, tu vois, parce que je voulais pas me faire d'histoire ou quoi. Et donc du coup, j'ai envoyé des CV à Manicourt. J'ai envoyé partout. En fait, faut savoir qu'au circuit de Manicourt, en dessous, autour du circuit même, t'as un pôle mécanique. Ouais. Donc en fait, t'as une dizaine d'entreprises qui sont dans le sport auto. Donc en fait, moi j'ai envoyé des CV partout. Il y a W Autosport, ceux qui ont fait le multiplat, LRS Formula, qui loue des Miguel aussi, Formula. non Migal aussi, ouais. Ouais. Il y a Migal qui fait de la F4, Oreca qui fait. Putain, Eureka, ouais. Et Oreca, eux, ils font des moteurs à Manicourt, parce que la maison mère maintenant, elle est au Castellet. Je vais pas parler forcément de Ligier ou quoi, mais c'est un bon exemple, Oreca, de réussite. Ok. En fait. Si tu veux, Ligier est beaucoup plus jeune, donc forcément. Ça existe depuis les années 80. Non, en fait, il faut savoir que Ligier Automotive qui est actuellement, ils ont repris le nom de la Formule 1, Ouais. mais ça existe que depuis les années 2008, il me semble. Ok. Ah oui, Parce ouais, que c'est Ligier, la C'est Formule 1, c'est très jeune. c'est un tout petit garage, il me semble, à la base. Ligier F1 Ouais. Je sais plus comment ouais, il alors s'appelait, dans le gars qui avait- l'histoire, dans l'histoire, ça a commencé à Vichy. C'était Guy Ligier qui a commencé. Putain, j'ai pas osé le dire, mais commencé il me semblait que c'était Guy Ligier. Ouais, c'est Guy Ligier. C'était un tout petit garage familial. Ouais, c'est ça. Ils avaient commencé en Formule base, 3 ou un truc comme ça. Et c'était un passionné, mais Ouais. qui a fait sa fortune en gros dans le BTP, je crois. Mais non, après nous, on est affilié au nom de l'IGF1 et pas Microcar. Ok. Et Faut bien préciser. parce que j'en ai marre. Il y en a qu'on me dise gros que sur je la fais des patate, voitures hein. sans permis. Et Je comprends mais toujours non, pas c'est ce- encore très jeune. Et par contre, il y a une enfin, il y a des grandes ambitions. Bah là, le On a projet des- Hypercar dont tu on a parlais, des- là, ouais, c'est voilà. c'est le faire premier un gros- hypercar avec une entreprise aussi jeune. Il y en a beaucoup qui disent, c'est pas moi qui le dis, il y en a beaucoup qui disent que c'est très jeune quoi pour une entreprise de faire un hypercar. Que Ligier, par rapport à moi, je sais pas si c'est pareil pour toi Hugo, mais moi j'en avais cette image-là en mode Prime Formule 1 années 80, et après, puis les années 90, ça s'est un peu cassé la gueule parce que Ouais. c'est devenu extrêmement cher la Formule 1. Ouais. Donc ouais, la Formule 1, ça a fait le tri, hein. Dans les années 90, toutes les petites écuries, elles ont dégagé. Ouais. Et après, ouais, Ligier, ils sont revenus en endurance. Il y avait même LMP3 à l'époque. Ouais, en fait, la uniquement première plus petite. LMP3 date de 2015, je crois. C'est l'ACO en fait qui a mis ça en place pour faire qui est l'Automobile Club de l'Ouest, Ok, qui est basé au Mans. ok. Et en fait, donc c'est eux qui organisent une des plus grandes courses du monde, hein, les 24 heures du Mans. Et Ouais, en fait, ça. autour, il faut savoir que tu peux pas faire les 24 heures du Mans comme ça, même si t'es multimillionnaire. Ouais. Il faut quand Ah, c'est même plus un comme dans les certain années niveau. 70, Parce que je sais pas si vous aviez vu, mais j'ai vu ça il y a pas longtemps en plus. Il y avait un pilote à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, en 2019, un truc comme ça, qui s'était fait disqualifier aux essais parce qu'il roulait trop lentement. Donc faut avoir quand même un rythme. Et rouler, avoir c'est- du rythme sur le circuit des 24 heures du Mans, C'est C'est pas pas le facile, plus facile. tu l'as pas comme ça. Donc Parce qu'il en est fait, il faut passer particulier, par d'autres étapes. Et en fait, la CO a mis en place, entre autres, le LMP3 pour en fait se faire la main sur des prototypes qui vont pas non plus aussi vite que de la LMP2 ou même de la LMP1 à l'époque ou maintenant l'hypercar. J'avais posé des CV du coup au toute centre la zone, mécanique et j'ai pas trouvé tout de suite en arrivant. On m'a pas rappelé tout de suite parce que moi j'avais une expérience en Clio Cup, tu vois. C'était pas. Ouais, je pense c'était que pas- je m'en doutais un peu, mais j'ai tenté quoi, tu vois. Ouais. Il faut. Puis donc je commence dans une concession à Nevers, je crois que c'est une des pires expériences que j'ai jamais eues. Donc imagine, tu vois. Franchement ouais, j'ai Costaud. fait 2 mois là-bas. Je me suis barré. Et franchement, Aucun regret. c'est la première fois que j'ai cru que j'allais taper quelqu'un au boulot quoi. Ah ouais. Je sais même pas comment je me suis retenu. C'est le genre de gars qui chronométrait tes pauses, qui te surveille avec des caméras de surveillance. Ah oui. Ouais, non, j'ai eu du gros lourd. niveau. Ouais, j'ai vraiment eu du lourd, quoi. Et du coup, après, j'étais dans une autre concession, ça se passait très bien. Là, pour le coup, c'était du haut de gamme en plus. C'était une concession Mercedes, donc c'était beaucoup plus minutieux. Enfin, il y avait plus de moyens de mis, il y avait moins de pression. Ah, puis les voitures que tu récupères, c'est pas forcément l'état de bout que tu Voilà, c'est récupères. ça. C'est pas genre tu vas dévisser la vis, elle va péter dans tes mains, quoi, parce que c'est rouillé, tu vois. Enfin, c'était beaucoup plus appréciable, les gens étaient plus agréables. Je me suis fait un de mes meilleurs potes là-bas. Enfin, franchement,
Ça se passait super bien. Et sauf qu'en fait, entre-temps, entre le moment où j'étais à la concession avant et où je suis arrivé chez Mercedes, j'avais été renvoyé, j'avais été revoir, j'avais eu des touches chez LRS Formula à Manicourt, où en fait, où j'avais pas un CV de ouf, mais il m'avait pris en entretien et tout, c'était bien passé. Et il m'a dit, bon, bah, je contacte juste le boss et puis après, on voit pour te faire un contrat et tout machin. Sauf que ça avait traîné. Et puis, bah, du coup, il y avait rien eu. Et en fait, je suis retourné un soir à ce moment-là, quand ça se passait mal et tout. Je dis, moi, il n'y a pas moyen que vous me fassiez un contrat là, parce que j'en peux plus là. Je vais partir et tout. Enfin, je vais partir de là où je suis et j'ai envie de bosser, quoi. Ah ouais, mais là, c'est compliqué, le gars, il revient pas avant 3 semaines, machin, on peut te donner, mais ça faisait que traîner, tu vois. Ouais. Et en fait, t'avais l'IG qui était en face, qui était quasi à côté, là. C'était allumé. En gros, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Je te jure. Et du coup, j'avais un CV dans dans ma bagnole. Je l'ai donné, je crois, à l'époque, il me semble que c'était le directeur de prod qui m'a embauché derrière, en fait. Je lui ai laissé le CV, on a discuté 5 minutes, il a vu que j'avais fait de la clé au cap, puis ah ouais, c'est cool et tout, machin. Et donc il m'a dit, bon, bah, ok, bon, je garde ça sous la main et tout. Et entre-temps, il y avait une offre du coup chez l'IG à ce moment-là de mécanicien. Donc moi, je renvoie un CV avec une lettre de motivation en disant que j'avais déjà parlé avec quelqu'un là-bas et tout. Enfin, genre j'ai tenté quoi. Puis je me suis dit, putain, ça me saoule quand même d'être à côté d'un circuit et de pas pouvoir y bosser quoi. J'habitais à 20 minutes quoi, même pas. Et du coup, au bout de 7 mois que j'étais chez Mercedes, j'ai un appel d'une recruteuse donc, qui bossait pour l'IG. Elle me dit, oui, votre CV nous intéressait, on avait embauché quelqu'un d'autre avant, mais là, on va avoir besoin d'une personne et tout. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Et moi, j'étais là, putain, ça se passait bien chez Mercedes, j'avais des formations prévues, j'avais des moyens d'évoluer là-bas. Et bon... Enfin, quand même, le sport auto, quoi. Donc, je dis, bon, bah, ouais, ok, ouais, pas de souci et tout. On fait un entretien, carrément. Donc, au début, j'ai fait un entretien en visio avec la recruteuse. Donc, elle m'a dit, ouais, vous correspondez carrément au profil et tout, vous êtes motivé, jeune, machin. Pas de souci. Donc, 2 jours après, je reçois un message, entretien d'embauche, du coup, directement à Manicourt chez l'IG. Donc, là, j'ai posé mon après-midi chez Mercedes, j'y étais. L'entretien s'est super bien passé. J'ai expliqué mon parcours comme j'ai expliqué là, tu vois, que j'ai toujours aimé le sport auto, mais que j'ai jamais voulu faire d'école ou quoi parce que c'était trop cher et j'ai préféré faire un BTS et voilà quoi. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, quand t'as 20 ans aussi, j'avais ma copine, j'ai plus envie de m'installer que de me relancer dans les études et en plus de payer quoi. Ouais. Donc, moi, c'est exactement ce que je leur ai dit en fait. Et je leur ai dit aussi que ma passion pour le sport auto, elle a toujours été là, quoi. Je suis toujours les courses. Qu'entre-temps, en plus, je m'étais mis au circuit moto, histoire de me mettre un peu sur les circuits, de pouvoir aller les week-ends sur les circuits. Bah, je faisais de la moto. J'ai fait beaucoup de moto à ce moment-là, parce que tu sais, c'est un peu comme une drogue, en fait. Quand t'as goûté une fois au circuit et que t'as aimé ça, tu sais, après, tu veux retourner. C'est tout dur le temps. envie d'y retourner, d'arrêter, quoi. quoi. Ouais, c'est vraiment... T'y penses, t'y repenses, mais c'est même pas de rouler, quoi. C'est l'ambiance. Je sais pas, il y a un truc, quoi. Ah, Moi, c'est j'ai un particulier, truc, passionné, je sais pas, il y en a qui comprennent pas, mais tu vois, même ma copine qui est pas passionnée de sport auto, de sport mécanique ou quoi, quand je l'emmène sur des courses et tout, elle fait, ah ouais, enfin, elle aime bien, quoi. Tu Ouais. vois, Bah, il y a un truc, il y a ouais, vraiment un ouais. truc, quoi. Bah, surtout quand Et ça, c'est pas assez mis en avant, par quand tu exemple. peux y participer, bah, ça se Ouais. retrouve plus sur les catégories plus petites, Ouais. mais quand tu peux être au cœur de ça, Ouais, aller dans ouais, les ouais. paddocks et tout, Ouais, c'est trop Bah, bien. carrément, ouais. ah, c'est un truc de malade. Moi, mais imagine, mec, dans les années 80, Ah bah, tu pouvais tu aller te en pointes Formule 1 en et tout. Formule 1, tu te Ouais. trimbales dans les paddocks, tu Mm. vois les mecs, mais c'est... Mm. Wow. Ouais, c'est que là, Ça- de toute façon, dès que ça devient trop médiatisé, ça s'arrête. Ouais. Ils arrêtent. C'est... Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de photos qui circulent. Je sais pas si t'avais vu, là, j'ai vu une histoire ce matin, là, je lisais un article sur la McLaren, ou Mercedes, non, c'était McLaren à l'époque, qui avait 2 pédales de frein. Et il y en avait une, c'était pour ralentir les roues arrière, Ouais. pour pouvoir passer plus vite dans les virages. Parce que tu sais, c'est le même principe que les tanks, en fait. Ouais. Où, en fait, tu ralentis la roue droite pour aller à droite, et en fait, tu passes plus vite sans forcément freiner fort. Et en fait, c'est un photographe qui a balancé le truc. En gros, je te jure, la voiture, elle est revenue à la fin de la course ou je sais plus quoi. Il a vu que le frein arrière, il était encore rouge vif. Et il fait, mais c'est bizarre et tout. Donc il s'approche et tout, machin. Et là, il voit, il y a 4 pédales.
dans le pédalier. Il a pris en photo, il a balancé le truc et du coup ils se sont fait gauler comme ça. C'était dans les années 90, je crois. Ouais. Et c'est Ferrari du coup qui avait fait réclamation 90 ou 2000, je sais plus. Années 90, c'était non, c'est pas, ça m'étonne que ce soit McLaren. Mais c'était peut-être 2000. Je crois que c'est dans les années 2000, je crois. Et n'empêche que la caisse elle marchait fort. Tu m'étonnes. Et c'est une innovation de fou parce qu'il faut y penser aussi. Hein. Ouais. Genre moi je trouve ça, moi je suis bravo. Ouais, t'applaudis. C'est bien tenté. Bah ouais. La Formule 1. Mais c'est comme là actuellement. En F1, c'est McLaren et Ferrari, je crois, qui sont soupçonnés d'avoir des ailerons qui s'assouplissent et tout. Ouais, mais ça se voit. Hein. Oui, ça s'est vu pendant les essais. Tu vois c'est tu la McLaren, tu vois l'aileron. Mais c'est bien joué quoi. Enfin, je veux dire, le sport auto, c'est un laboratoire. Le but, c'est justement, c'est de penser aux trucs auxquels les autres n'ont pas pensé quoi. Mais moi, c'est des histoires comme ça. Mais moi, je suis un grand friand de ces petites anecdotes là. J'en ai juste deux petites qui me passent en tête là. Il y en a une, c'est Ferrari quand ils ont arrêté les pit stops pour remettre de l'essence. Ouais. C'était oui, parce que ça prenait feu. Voilà, donc ce qu'ils ont fait, les mecs, c'est qu'ils ont. Chaque écurie, elle a un partenaire en carburant. Ouais. Et du coup, avec Shell, ils ont fait une sorte de carburant qui était genre refroidi, azote liquide, tu vois. Ah ouais. Et ce qui fait que quand tu refroidis un liquide, il s'écrase sur lui-même. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme ça, ils pouvaient mettre plus d'essence dans les réservoirs. Mais le problème, c'est que si la voiture est tapée et que du coup, cette essence-là était mise à l'air libre, ça faisait comme du napalm. Genre, ça explosait. Ouais. C'est dans les années 90, c'était une bombe avec. C'est pas grave. Mais tant qu'il gagnait. Tant qu'il y a de la perf, c'est bon. Après, en vrai, il y a des innovations qui sont dangereuses, mais il y en a qui sont juste. Tu peux que applaudir. Il y en a, elles sont bien trouvées. En vrai, les types qui portent réclamation derrière, je comprends. Mais ils doivent avoir les boules un peu en mode putain, on arrête. Plutôt, c'est qu'ils ont le seum. Oui, c'est ça. Putain, on n'y a pas pensé. C'est plutôt ça, quoi. Tu connais ou pas le Transam? Ouais. Dans les années 70, Penske, là, dont on parlait tout à l'heure, eux, ils sont connus aux États-Unis, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, parce que c'est les plus gros tricheurs. Ah oui, ils trempaient les châssis dans l'acide. Il la connaît. Ouais, je connais. Ils trempaient les Camaro dans l'acide pour que ça bouffe la carrosserie et que ça soit plus fin. Et après, les mecs, ils ont juste dit au pilote, te croûte pas, mec. C'est tout ça. Sinon, c'est au revoir. Ça, c'est des trucs dangereux. En plus, c'est con. Mais ils avaient fait des trucs pareils pour les ravitaillements en essence. Tu sais, les mecs, ils avaient des espèces de bitonio là au-dessus de l'épaule là pour mettre, ou sinon ils avaient des sortes de citernes et juste ils branchaient la voiture. Et t'avais pas le droit de modifier, genre de mettre une pompe pour que ça aille plus vite et tout. Du coup les mecs juste ce qu'ils faisaient, ils avaient fait genre une citerne, mais elle était genre à 10 mètres de haut. Ce qui fait que quand ils mettaient l'essence, genre avec la gravité, l'essence coulait beaucoup plus vite. Et les mecs ils faisaient le plein en 40 secondes. Par contre il y en avait partout. Mais surtout que vas-y pour l'arrêter toi. Il y a eu ça au 24 heures du Mans. Il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 5-6 ans. En fait, donc ils ont gagné les 24 du Mans, forcément. Parce que quand ils faisaient réchou, ils faisaient paf, en gros. Alors que les autres, ils étaient là, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, ils mettaient genre, 15 secondes de moins que les autres. Et ça se voyait, tu vois. Et c'est qu'en fait, ils avaient fait tout un système dans le réservoir. Tu sais, genre un système de toboggan. Ouais. Pour que le refill ça aspire. Ouais, mais en vrai, c'était super bien pensé. Mais bon, du coup, forcément, déjà, ça se voyait. Donc la CO, déjà, il scrute toutes les voitures qui ont gagné aux 24 heures du Mans, qui ont gagné dans toutes les catégories. Elles sont démontées quasi. Ouais. Il regardent le moindre truc. Et donc là, forcément, quand ils ont ouvert le réservoir, je pense qu'ils ont vu le toboggan, tu vois, dedans. Qu'est-ce qui branle? Enfin, c'est pas un toboggan, mais enfin, tu vois, ils ont dû voir les mécanismes et tout qui étaient faits. Ils ont dit, c'est pas homologué, ça, tu vois. Parce que faut pas oublier quand même que t'as une homologation. Tiens, le groupe B, je pense que en 10 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, c'est marrant quand même. Et puis, donc du coup, j'ai été embauché. Donc l'entretien s'est très bien passé et tout. Ils m'ont rappelé, je crois, 2 heures après, un truc comme ça, ou peut-être le lendemain, mais ça s'est fait très vite. Et après, j'ai été signé. Ils m'ont envoyé l'offre d'embauche et tout. Et ça fait combien de temps que t'es là-bas là? Ça fait 2 ans et demi là. Ok, 2 ans. 2 ans et demi. Ouais. Et là, en 2 ans et demi, t'as pu J'ai fait un nombre de trucs que je pensais jamais faire dans ma vie. Ah ouais? Genre vraiment, j'ai appris énormément. Meilleure décision de ta vie? Ouais. D'avoir quitté Mercedes? Du coup, au final, j'avais un peu peur de pas avoir le niveau. Enfin, c'est pas de pas avoir le niveau parce que de toute façon, faut travailler. En travaillant, au bout d'un moment, tu connais les choses et tout. Mais c'était de pas être à ma place. Parce que en fait, j'ai pas fait d'école. Et puis il y en a. Ça rentre de l'imposteur un peu. Ouais, tu vois. Il y en a dans ce monde-là qui te rappellent bien quand ils savent d'où tu viens que t'es
t'es pas à ta place. Ouais. Donc tu bosses un peu plus. T'essayes d'en faire un peu plus que les autres. C'est pas forcément facile non plus, parce que des fois, ça demande de la réflexion, de la mémoire aussi. Quand tu es à faire, on fait des voitures de A à Z chez Ligier, donc on commence du châssis, de la coque en carbone, en fait, t'as rien. T'as même pas les inserts et tout. Les moteurs et tout, c'est fait chez Ligier aussi? Non, les moteurs, alors sur le LMP3, c'est Oreca qui prépare. Ok. Il les livre, mais par contre, après, ils sont partout. Mais ouais, c'est un contrat qui est fait avec la CO, tu vois. Nous, en fait, je sais pas si j'en parle maintenant ou je finis, mais en gros, le LMP3, tu as 3 ou 4 constructeurs qui sont homologués pour faire du LMP3. Okay. Il y a Ligier, Ginetta, Duquesne et Hades. Ces 3 constructeurs, les autres peuvent pas le faire. Ils ont pas été homologués par la CO, ils n'ont pas été validés. Donc nous, on fait partie de ceux qui peuvent le faire. Et d'ailleurs, on a une bonne partie du LMP3 parce qu'on a des caisses qui marchent bien, je pense. Je suis même sûr. Ça me fait juste penser en LMP2, c'est pareil, il y avait 3 ou 4 constructeurs de châssis. Il me semble que je crois que l'année avant LMP2, qu'ils enlèvent le LMP2, LMP2, tout le monde roulait en constructeur de châssis LMP2. Il me semble que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde roulait en Oreca. LMP2, t'as donc Ligier, Oreca, Dallara et Multimatic. Okay. Et en fait, ces constructeurs-là, tu les retrouves en hypercar. Ouais. Dallara, ils font les LM... en fait, c'est si tu veux faire du LMDH, parce que tu as une différence entre le LMDH et le LMH. Ouais, ça, ils font le LMH, c'est que le WEC. Ok, donc, c'est en fait, LMDH, t'as pas besoin d'avoir de l'hybride. Et le LMDH, c'est pour Daytona hybride. C'est Le Mans Daytona hybride. Ou hypercar, je sais plus. Enfin bref, non, ça doit être hybride, parce que tu es obligé d'avoir une hybride pour faire l'IMSA. Et tu es obligé surtout d'avoir un constructeur châssis homologué. Tu peux pas être Ferrari et dire je vais faire l'IMSA avec mon châssis à moi et tout. Tu es obligé d'être en partenariat avec un des 4 constructeurs. Ça fait beaucoup rire pour Ferrari, qui vraiment les mecs, ils ont fait leur team privé. Ouais. C'est juste eux. En fait, c'est eux, mais c'est pas eux. En fait, en gros, sur le papier, c'est eux, mais ils ont inversé le jaune et le rouge sur la voiture. C'est ça. Mais ils jouent sur le règlement. Ils ont Du coup, ils ont 4 voitures, à dire, cette année. Non, ils en ont 3. Mais il faut pas 2 voitures pour être dans le WEC. Non, parce que c'est des privés. il faut 2 voitures de marque minimum. En fait, tant que par exemple Ferrari, ils ont 2 Ferrari, donc après ils peuvent avoir voilà. Du coup, en gros, c'est comme s'ils avaient 3 Ferrari. Ok. Ouais, parce que je sais que Proton, du coup, ils en ont 2 des Porsche. Proton, ouais, ils en ont 2, ouais. Il me semble que Cadillac, ils sont pas Cadillac, en WEC, ils sont avec Jota. Ouais, ça, c'est que Jota est devenu leur représentant WEC. Voilà, c'est ça. C'est plus Wellen. C'était Wellen ou je sais plus qui. Elles sont sublimes. Elles sont belles. Putain, elles sont trop belles. Elles sont encore plus belles qu'en Porsche. Moi, ils m'ont impressionné par contre. Mini parenthèse, l'année dernière avec Porsche, Jota, ils ont été monstrueux. Pour du privé, ils ont été super. Ah, Jota, ouais, c'est un des meilleurs teams privés que. C'est genre pas Van Hall. Ouais, par exemple. Et Van Hall, en plus, c'est un constructeur. Mais s'ils ont pas les mêmes moyens, c'est comme Glickenhaus. Glickenhaus, ils font un boulot de fou derrière. T'as pas les mêmes moyens qu'un Ferrari ou qu'un Peugeot. T'as pas des milliards, quoi. C'est ça le problème. Et toi, parce que du coup, j'imagine qu'ils ont plein de programmes différents, Ligier. Ouais. Ils vont avoir le LMP3, ils vont avoir. Alors, en gros, ce qui est bien, c'est qu'on a. Tu sais, t'as la pyramide de l'endurance. Ouais. Nous, on a les bases. Ok. On fait de la Ligier European Series, ça s'appelle. Ok. Tu peux rouler soit en JS2R. La JS2R, c'est une espèce. C'est un GT. C'est un proto carrossé en fait. Ça ressemble à une GT. Ah ok, ouais, je vois. Et en fait, derrière, sous les carrosseries, c'est un châssis tubulaire, mais derrière, t'as un GMP, donc comme sur un proto. Donc t'as un moteur, la cloche de boîte et boîte, avec l'embrayage entre les deux, donc tout à l'arrière. Ouais, c'est juste il y a de la fibre de verre dessus, quoi. Et par-dessus, en fait, donc t'as une carrosserie, ça ressemble à une GT. C'est un V6 Ford, V6 Atmo. Ok. Et c'est passé au banc chez nous. Putain. Avec celle-ci, elle a un carter dual, donc c'est carter humide. Et on les passe au banc et on sort 350 chevaux, je crois. Et elle roule pas dans d'autres catégories? Ouais, c'est celle-là, ouais. Ok. Et si elle roule aussi en JS Cup. Donc la JS Cup, pour le coup, c'est un championnat monotype, pardon. Et il y a entre 20 et 30 voitures par meeting. Et depuis pas longtemps, là, ils ont mis en programme jeune.
Donc en fait, t'as un championnat jeune, il y a 10 jeunes qui roulent sur la première heure de course, parce que les courses durent entre 4 et 6 heures. Et sur la première heure de course, ils font un classement. Et le premier jeune, après, il gagne des points au championnat jeune sur toute la saison. Et le gagnant, il a une dotation. Enfin, en gros, il peut aller rouler en Ligue European Series derrière. Ah ouais, ok. Et on a des pilotes qui ont commencé chez nous, enfin sur des ligiers, et qui maintenant font des trucs propres, quoi. J'ai pas de nom en tête là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le volant ligier, par exemple. Non, bah ça s'apparente un peu à ça, de gagner en fait quand tu gagnes la JS Cup. Du coup, tu vas en European Series, donc c'est un peu une sorte de volant ligier si tu veux, parce que t'as une sorte de, c'est pas une wild card, je saurais pas comment dire, mais en gros, tu as la possibilité d'aller faire les European Series derrière. Si tu gagnes les European Series, alors par contre, il faut les gagner en P4. Donc justement, j'allais y venir. Le modèle de la P4, c'est un modèle entre la JS2R et entre la LMP3. C'est pour apprendre à conduire un proto. Avec les bases de ce qu'ils avaient avant. Voilà, c'est une voiture école en fait. Enfin, c'est fait vraiment pour. Il y a beaucoup de pilotes qui sont contents de ce modèle-là parce que c'est des bonnes bases. Des voitures de course ultra formatrices. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des caisses pour se former. Donc, par contre, c'est des championnats monomarques parce que la voiture, ils ont pas voulu forcément la mettre sur des championnats avec multimarques parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt. En fait, c'était vraiment en fait de fidéliser des pilotes. Enfin, et puis de les faire commencer, de les faire progresser, quoi. Quand je suis à l'entreprise, je monte les voitures avec mes collègues et tout. On assemble, comme je te disais, donc, on a la coque. La coque arrive, on la prépare, donc on met des inserts, un réservoir, etc. On a des processus de montage. Et ensuite, donc, après, on met le moteur, carrosserie, etc. Et on fait ce qu'on appelle un déverminage pour enlever la vermine, en gros, pour voir si tout va bien. Voir s'il n'y a pas une fuite, s'il n'y a rien qui a été oublié de serrer, parce que ça peut arriver sur une voiture, l'erreur est humaine, quoi. C'est mieux de le faire le moins possible, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours la voiture avant. En tout, on fait 7 ou 8 tours avec un pilote qui est dédié à ça. Ouais. Pilote d'essai, quoi. Ouais, bah, c'est le même qui a piloté le multiplat de Villebrequin. Honnêtement, les modifications qui ont été faites dans le règlement du WEC, pour moi, sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup mieux que les modifications qui ont été faites pour la F1. Pour être sûr, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Rien que de mon œil de spectateur et tout, quand je regarde une course, de voir des monoplaces avec des roues comme ça, là. Et puis en plus, ils ont mis des enjoliveurs de l'autre côté. J'ai l'impression. Moi, j'aime pas. J'ai l'impression que la Formule 1, là, depuis 2017, il y a eu 2 changements de réglementation, il me semble. Ouais. On a eu 2019 et en plus, ça rendait les voitures moins perfo. Je vois pas l'intérêt. Vraiment, moi j'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux comme ça. Regardez, ça sera trop bien, il y aura des batailles et tout. C'est ça. Il y en a eu un peu plus. On en a eu quelques-unes. Peut-être que la nouvelle réglementation va changer. Ouais, elle va être plus petite d'ici 2027. Mais après, ça change déjà, Monaco, ça sera moins mieux, quoi. Tu vois, là, Monaco, ça fait 3 ans que je m'en hors de bon. Bon, ça va tout jouer au pit stop maintenant. Ouais, c'est ça. Ça devient, en fait, la F1, c'est des courses d'ingé. Ouais. C'est des courses de stratégie. En soi, la F1, ça peut être intéressant en le regardant sous ce œil-là. Si tu regardes la F1 en disant je veux voir de la bataille comme Verstappen Hamilton en fin de saison il y a 3 ans, tu vas être déçu. Oui, Alors, vraiment, c'est différent, quoi. Mais en même temps aussi, en revenant au WEC actuellement, vu que c'est des courses d'endurance, de toute façon, c'est un peu comme ça aussi. Mais il y a plus de rebondissements. Vu que c'est des courses d'endurance, en fait, t'as une voiture qui va avoir une crevaison, il va se passer des trucs, tu vois. Sur des courses de minimum 6 heures, il se passe forcément des choses, quoi. Enfin, chaque constructeur, il arrive avec sa philosophie. Il se dit, OK, moi, je pense que je vais gagner avec ça. En face, ça va dire, OK, ouais, mais moi, j'ai ça. Ensuite, et du coup, c'est trop bien. J'ai regardé les 12 heures de Sebring le week-end dernier. Ouais, j'ai regardé un petit bout, mais j'étais pas trop dispo, mais je regarde juste, au bout d'un moment, je regarde sur mon téléphone 7 heures de course, hop, je vois, il y a 0,7 secondes d'écart entre les 2 premiers. C'est ouf. Waouh. C'est pareil, à Daytona, il y a 2 ans, je crois, les 2 LMP2 qui finissent comme ça, là. Ouais, côté à côté. Sur une course de 24 heures, c'est incroyable. En Formule 1, les mecs, ils ont 15 tours dans la gueule. Les 4 heures du Mans l'année dernière.
En plus, je l'ai vécu en direct. Ferrari, il m'avait fait Ferrari Toyota, là, tu dis, t'as l'ingé, s'il s'est foiré sur la console de fuel, il est viré. Il n'existe plus. Même et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que pendant 2 tours, tu vois la jauge qui descend et tout. Et elle est devant, t'as la Toyota qui bombarde comme un ouf parce que lui, il a au moins 50% encore d'essence et tout. C'est dingue. Même il y a 2 ans, la Ferrari qui s'arrête, dernier pit stop, elle redémarre pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'était un truc de malade. Celui de l'année dernière, il se met à flotter et tout. Moi, je crois que sur le live, j'ai regardé 22 heures de la course. Je me suis arrêté 2 heures pour dormir. Moi, je l'ai vécu. J'étais quand il pleuvait et tout, au moment où la BM elle prend le rail au Inaudière, j'étais à Indianapolis. Ah putain. Et on voyait les images, t'avais les commissaires qui étaient en train de meuler le rail et tout. C'était impressionnant. Dans tous les sens. Quand ils sont arrivés, c'est à Ulsan, au bout des Inaudière, l'épingle. Ouais. Mais quand il avait flotté que sur cette ça c'est la première année, enfin c'était la première année que j'ai fait il y a 2 ans là. Et il y a 3-4 bagnoles qui stallent. Tu les vois, c'est là que tu vois l'efficacité des pneus slick sur la pluie. Parce que vu qu'en plus c'est des routes ouvertes, le bitume il est pas pareil, t'as des bosses. Ça change et tout. Mais c'était Alpine, ils étaient... Non, Alpine ou Peugeot Alpine, il y avait... Je crois que c'était Peugeot, ils avaient pris la tête sous la pluie l'année dernière. Et ils ont fait un bac. Il me semble que c'est Peugeot parce que c'est Peugeot. Peugeot, Alpine, moi je me rappelle. Oui, ils ont eu les problèmes de fiabilité Alpine l'année dernière. Il y a Peugeot il y a 2 ans où ils ont mené la course à un moment, je crois. Ouais, c'est ça, la nuit. Et ils auraient pu gagner en plus sur les statistiques et tout. Ils pouvaient être gagnants. Et j'ai regardé jusqu'à ce qu'en fait j'étais me coucher quand ils ont pris le mur. J'ai fait c'est bon. C'était genre 2h du match, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai vu. À ce moment-là, j'étais au Dunlop. Et parce que c'est super beau, faut savoir que quand tu mets au Dunlop la nuit, tu vois le freinage au bout de la ligne droite des stands et t'as les disques qui sont rouges, c'est magnifique, vraiment. J'adorais me mettre là. Et en fait, t'avais un écran à cet endroit-là et tu vois la Peugeot qui est dans le mur. Elle était première, je suis oh non, allez c'est bon, je vais me coucher. Allez, bonne nuit. Vraiment parce que je voulais vraiment voir ça, je voulais les voir mener la nuit et tout. Tu l'as fait l'année dernière, t'y étais? Ouais. L'année dernière et il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de Garage 56? Ouais, énorme. Le bruit. Ça, c'est incroyable. Le bruit du Garage 56 il y a 2 ans, là, c'était. J'ai un pote qui y était avec sa copine à 4h du Mans. Ouais. Il me disait la nuit, c'est pas compliqué. J'arrivais à dormir, sauf quand t'es passé. La Camaro, c'est. En vrai, après, de toute façon, moi, là où je dormais, c'était en plein milieu du circuit. Bon, le circuit fait 15 km, donc tu peux que être en plein milieu quand tu vois le 4h du Mans. Mais en fait, t'entends tout le temps les voitures. Et j'ai un collègue qui m'a raconté, là. L'année dernière, il s'était endormi, mais tu sais, en fait, t'es bercé par le bruit. Et en fait, quand il y a eu la safety car là, pendant je sais plus combien de temps, donc t'entends plus les moteurs qui montent et tout, ça l'a réveillé. Putain, ça il y avait un bruit en moins. Ah ouais. C'est énorme. Enfin, genre, t'es vraiment dans l'ambiance, tu vois ce que je dis, des circuits. Quand t'es dans l'ambiance des circuits, t'as le bruit des moteurs, t'as l'odeur de l'essence, t'as les gens qui regardent, qui sont passionnés, qui sont vraiment là pour voir des voitures, quoi. C'est génial. Vraiment, l'ambiance des 24, surtout, elle est vraiment énorme. J'ai des collègues qui ont côtoyé des pilotes F1. Et moi, quand je suis arrivé avec ma petite expérience de mec qui était sur son canapé et qui regardait la F1, j'étais le premier à dire que Mazepin c'était un boulet. Je trouve qu'il méritait pas sa place et tout. Et je sais plus quel collègue m'avait dit, mais non, mais je t'arrête. Tous les pilotes qui font de la F1 actuellement, c'est les meilleurs du monde. Tu peux pas arriver en Formule 1 parce que ton père est milliardaire. De toute façon, faut se dire que n'importe qui te fout droit. Ouais, effectivement, on parle facilement. Mais puis même, des mecs justement comme Mazepin et tout, ils sont champions ils ont été champions avant. Ils ont gagné dans les catégories inférieures. Donc en fait, après effectivement, ils sont plus médiatisés. Donc dès qu'ils vont faire un spin ou quoi, ils sont défoncés. Après, il y a aussi les médias qui jouent un très gros rôle. Il y a tellement de monde qui cherche à aller là-bas. Après, des fois, le piston joue beaucoup, mais des fois, tu te dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un mec de la catégorie juste en dessous qui serait pas plus performant aussi, tu vois? Bah ça... de là à traiter un mec de gros branleur aussi, bon, il y a une différence. Ça, c'est facile à dire. Tu te dis, le gars, il est champion de F2, pourquoi il va pas en F1? Mais peut-être parce qu'il a fait des tests derrière et que dans une F1, il est moins performant qu'un mec qui a fini 6ème au championnat. Parce que aussi, il faut savoir, en F2, maintenant, surtout maintenant, les teams, il y a un énorme écart d'égalité au niveau budget et tout. Ah ouais, entre les différentes voitures. Tu prends un team comme Prema, c'est des infrastructures, c'est pas de la F1 non plus, mais c'est 10 fois plus haut qu'un team comme Campos, par exemple. Ouais. Donc du coup, tu peux pas juger un mec qui roule chez Campos
sur le même niveau qu'un mec qui roule chez Prema. Le truc, c'est que c'est prisé, quoi. C'est comme la MotoGP. Hein. La MotoGP, tu regardes en Moto 2, les mecs, même en Moto 3, en Moto 3, ils sont trop jeunes, mais en Moto 2, il y en a énormément qui méritent largement un guidon en MotoGP. Ouais. Et sauf que c'est ultra prisé, donc c'est comme tout. Sûr, hein. ouais. Encore un énorme merci à Gaël pour sa participation, mais aussi à Ligier Automotive qui a rendu cet épisode possible. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Tir Off.